Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale sur France 3 Paris Île-de-France. Lundi 16 novembre, deuxième jour de deuil national. La France pleure les victimes des attentats de vendredi soir dans la capitale, les plus meurtriers de notre histoire. Les Français, les Parisiens figés ce midi dans la douleur et le recueillement, le temps d'une minute de silence. Bruno Lopez, Audrey Natalizzi. Des larmes et des poings serrés, un mélange de tristesse et de colère. Ils ne se connaissent pas, mais communient devant le Bataclan. La salle de concert a payé le plus lourd tribut des attentats avec au moins 89 morts. Je pense que c'est un devoir qu'on est tous censés accomplir. Moi, j'avais besoin de voir ce qui s'est vraiment, où ça s'est passé, pourquoi. Autre lieu touché directement par le drame, le Stade de France. Là encore, une minute de silence, des fleurs et des bougies. À midi, les transports publics se sont arrêtés. Le silence s'est imposé, ici, place de la République. Dans les entreprises, à la Défense ou bien gare Montparnasse. C'est le respect des personnes qui sont décédées pendant cet attentat et c'est respecter toutes les familles qui sont en deuil aujourd'hui. C'est déjà beaucoup tous recueillis ce week-end et ça a été très dur pour tout le monde. Pour moi, une minute de silence, ça ne va pas changer la face des choses. Ça peut être important dans les écoles, c'est tout. Il faut surtout être solidaire et soudé en fait. C'est la seule solution. Moi, c'est ce que je pense et c'est ce que j'essaie de transmettre sur Twitter et autres. Les institutions aussi ont respecté cette minute de silence. À la Sorbonne, François Hollande et Manuel Valls. Au conseil régional, élus et personnels étaient réunis. Enfin, comme dans beaucoup de lieux de rassemblement, le Conseil de Paris a conclu cette minute de silence par la Marseillaise. Oui, la Marseillaise, symbole de la République unie, image forte aussi ce soir. Séverine Laroui, la tour Eiffel éteinte samedi en signe de deuil, vient de se rallumer, drapée dans les couleurs nationales. Oui, et c'est tout un symbole, bleu, blanc, rouge. Ces couleurs sont projetées sur la tour Eiffel depuis la tombée de la nuit. Et dans une demi-heure, on devrait également pouvoir lire au niveau du premier étage la devise de Paris en latin, Fluctuat nec mergitur, ce qui veut dire il est dans la tourmente mais il ne sombre pas, une devise qui a évidemment une résonance toute particulière aujourd'hui. Alors cette tour Eiffel, aux couleurs de la France, les touristes la prennent en photo, comme ce couple d'Américains auquel nous avons parlé. Ils sont arrivés hier pour leur lune de miel dans un avion quasiment vide, nous racontait-il, mais eux, ils ont tenu à venir par solidarité. Ils sont heureux de voir cette tour Eiffel aujourd'hui dans ses couleurs. C'est un message d'amour et de paix selon eux. Alors, cette tour Eiffel, elle sera illuminée de la sorte 3 soirs de suite jusqu'à 1h du matin. Enfin, sachez également qu'elle a rouvert au public cet après-midi alors qu'elle était fermée depuis vendredi soir à cause des attentats. Merci Séverine pour ces précisions. Et en cette journée d'hommage, le bilan provisoire est toujours de 129 morts. On a découvert leurs visages ces dernières heures. Marie, Guillaume, Alima ou encore Nicolas. Nicolas, un jeune habitant de Daumont dans le Val d'Oise. La commune lui a rendu hommage aujourd'hui. Tania Watine, Johan Dorion. Nicolas est mort en héros, en cherchant à protéger ses amis qui sont blessés, mais saufs, maintenant, grâce à lui. Nicolas Catina, menuisier de 37 ans, est mort au Bataclan, tué par balle en protégeant un couple d'amis, toujours hospitalisés. Parmi les centaines d'habitants de Daumont venus lui rendre hommage ce midi, très peu le connaissaient. Il était discret, comme ses proches, qui ont voulu garder l'anonymat. Ceux qui l'ont croisé, adultes ou enfants, le décrivent comme profondément gentil. C'était un enfant blond, joyeux, je le revois. Voilà, quand il était dans ma classe, je suis professeur de maths et je revois Nicolas en classe. C'était un jeune homme bon, vivant, agréable. Voilà. C'était quelqu'un de bien. Après une émouvante minute de silence, le maire, Jérôme Chartier, a demandé aux Daumontois de rester debout face aux terroristes, comme Nicolas l'a fait pour sauver ses amis. C'est vrai que Nicolas fait partie de ces héros de la vie quotidienne. Les héros, ce n'est pas forcément ceux qui vont tomber au champ d'honneur. C'est ceux qui, un jour, parce que c'est leur destin, accomplissent un geste hors du commun. En hommage à son courage, cette esplanade, juste à côté de l'hôtel de ville, sera baptisée place Nicolas Catina.
Les sorties, la musique, vendredi soir, c'est le mode de vie de la jeunesse qui a été directement visé, ce qu'on a appelé la génération Bataclan. Lycéens, étudiants sont du coup particulièrement choqués. Exemple aujourd'hui à l'université de Champs-sur-Marne qui déplore 2 victimes dans les attaques. Farid Benbekay, Philippe Aliès. Nous pensons à ses collègues, ses amis, l'ensemble de ses proches et sa famille. Au revoir Monsieur Giron et merci pour tout. Dernier hommage dans un sanglot général. Mathieu Classo, enseignant. Nicolas Giroux, directeur de l'IUT. Tous deux avaient la quarantaine. Tous deux ont été fauchés au Bataclan. Une université doublement meurtrie. Il n'y a pas eu cours ce matin, les enseignants n'en ont pas eu la force. Personne n'imaginait être aussi affecté par ce drame. Ce qui m'a touché, c'est qu'ils aient touché des gens qui étaient en terrasse, des gens qui aimaient la vie. Là, en plus, tu reviens ici et on te redit, ce prof-là, c'était un prof qui aimait rigoler, qui était toujours là avec des blagues et tout. Alors en plus, il tire sur le vendredi soir, sur la fête, sur la joie de vivre, sur les jeunes. La jeunesse visée par des attentats, c'est le sentiment amer partagé par nombre d'étudiants. Estomaqués par l'endroit, le moment choisi par les kamikazes. Parce qu'ils ont visé les jeunes, pourquoi? Parce qu'on représente l'avenir de la France, simplement, et on leur fait peur. Ils ont voulu tuer une partie de notre population, mais la population qui est encore en vie, elle inspire l'espoir, et elle doit nous inspirer l'espoir. Continuer comme si de rien n'était. Plus difficile encore pour ces élèves du 11e arrondissement. Certains ont entendu la fusillade. Aujourd'hui, ils ont eu l'occasion d'en parler dans leur établissement. Les profs aussi sont notre écoute. Les profs aussi, ouais. Nous posent des questions, nous demandent si on a envie de parler des événements. L'important, c'est, faut en parler parce que pour évacuer, parce que ça fait beaucoup de stress en très peu de temps. Car les attentats ont forcément marqué les esprits, d'où la nécessité d'être écoutés. Un accompagnement psychologique leur a été proposé depuis ce matin. Bonsoir Françoise Rudetsky, Bonsoir. Vous êtes fondatrice de l'association SOS Attentat, vous-même très grièvement blessée en 83 dans un attentat à Paris. Les hommages qu'on vient de voir, la minute de silence, est-ce que ça peut aider les familles, aider les proches en deuil aujourd'hui ? Je crois que malheureusement pour les familles, elles sont dans une autre logique. Elles essayent d'abord de savoir si leur proche est vraiment sur les listes ou quand elles vont pouvoir récupérer les corps. Mais je crois que c'est nécessaire pour la cohésion nationale. C'est nécessaire pour toute la population. Comment manifester sa solidarité? J'ai des appels non-stop hier, aujourd'hui, en disant « Que peut-on faire ?» Que doit-on faire? Et concrètement, quelle réponse donnez-vous aux familles? Il y a des aides très concrètes? Oui, la première question, malheureusement, que se posent les familles, c'est comment faire face aux frais d'obsèques. Or, c'est un problème qui est réglé depuis 20 ans. J'ai participé à la création du Fonds de solidarité, qu'on appelle Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme, alimenté par une contribution de solidarité nationale. C'est 3,30 € prélevés sur chacun de nos contrats d'assurance de biens. Ça va passer à 1 € de plus l'année prochaine, mais c'était décidé avant ces attentats. Donc les familles n'auront rien à débourser. Rien à avancer. Les pompes funèbres envoient directement leurs factures au fonds de garantie et également, si des victimes ont décidé, des familles, d'enterrer leurs morts loin de Paris ou même à l'étranger, puisqu'il y a eu 20 morts étrangers, ces frais d'obsèques seront payés pour rapatrier les corps à l'étranger et les étrangers sont pris en charge de la même façon que les Français fonctionnent pour toute victime en France, quelle que soit sa nationalité. Et pour les blessés, on a parlé de la prise en charge exemplaire des hôpitaux parisiens, mais le plus long est à venir, se remettre du traumatisme psychologique et on va avoir de nombreuses personnes handicapées. Donc cette manifestation de solidarité dans les instants mêmes, c'est pas suffisant. Il va y avoir dans le temps, il y a toute la prise en charge. Les soins vont être gratuits. Il y a également le statut de victime civile de guerre qui apporte une protection à vie pour les blessés, pour les enfants de personnes blessées ou orphelins. C'est une protection que donne l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ça reconnaît que le terrorisme, depuis 1990, est une nouvelle forme de guerre. Donc ça donne des droits aux victimes. Et il faut que cette solidarité s'exprime, je dirais, pas seulement dans la semaines, durée, mais dans la durée pour apprendre à une victime à se réinsérer
socialement, familialement, professionnellement. Et on espère que vous serez une nouvelle fois entendus. Merci beaucoup Françoise Rudetsky d'avoir répondu ce soir à nos questions. Venons-en à l'enquête. On connaît désormais l'identité de 5 des 7 terroristes tués sur les lieux. Un 8e homme est toujours activement recherché. Une enquête qui va de la Belgique à la banlieue parisienne. William Vanqui. Quartier de l'Abreuvoir à Bobigny. La police a longuement perquisitionné ce pavillon hier soir. Selon les riverains, l'un des 2 véhicules utilisés par les terroristes aurait stationné ici dans les jours précédant les attentats. L'enquête a d'ores et déjà permis d'identifier 5 des 7 kamikazes. Omar Ismaël Mostefaï, un petit délinquant né à Courcouronnes en Essonne, domicilié ici à Chartres, a participé au carnage du Bataclan. Il était accompagné de Sami Amimour, un ancien chauffeur de bus originaire de ce quartier à Drancy, mis en examen en 2012 pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste après un projet de départ avorté au Yémen. Placé sous contrôle judiciaire, Sami Amimour avait disparu en 2013. Ses anciens voisins se rappellent bien de lui. Quand il était jeune, il était vraiment dans son coin. À l'école, c'était un bon élève, il était vraiment calme. Et au fur et à mesure, il a commencé à se radicaliser au fur et à mesure. Il a commencé à aller à la mosquée de plus en plus, à se mettre dans un coin vraiment seul, se renfermer, quoi. 2 kamikazes identifiés également au Stade de France. Bilal Atfi, un jeune Français de 20 ans résidant en Belgique, et cet homme porteur d'un passeport syrien au nom de Ahmad Al-Mohammad, contrôlé en Grèce en octobre, au sein d'un groupe de réfugiés. Et puis il y a Brahim Abdeslam, lui aussi français résident belge. Il s'est fait exploser boulevard Voltaire après avoir semé la terreur dans les rues des 10e et 11e arrondissements, sans doute accompagné de son frère. L'homme le plus recherché d'Europe aujourd'hui, Salah Abdeslam, a passé la frontière entre la France et la Belgique samedi au petit matin, accompagné de 2 hommes. 2 individus interpellés à Molenbeek dans la banlieue de Bruxelles et inculpés aujourd'hui en Belgique pour attentat terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. Avec nous, notre spécialiste police-justice, Laurence Barbry. Bonsoir. On le voit, ce soir, 3 pays sont véritablement au cœur de l'enquête. La France, la Belgique et la Syrie. Oui, Marlène, vous vous en souvenez, samedi, Daesh avait revendiqué les attentats. Eh bien, ce soir, la police française s'intéresse de près à un Belge de 28 ans, résident en Syrie, suspecté d'être le commanditaire des attentats de vendredi. Il a des liens avec Salah Abdeslam, qui est toujours en fuite. Ils ont commis des braquages ensemble dans le passé, mais une connexion a également été établie avec 2 autres terroristes. Sid Ahmed Glam, qui est le suspect arrêté dans le cadre de l'attentat à Villejuif, attentat déjoué à Villejuif, ainsi que le tireur du Thalys arrêté en août dernier. Et puis ce soir, les enquêteurs sont sur la piste d'une 4e équipe, une équipe partie de Belgique et chargée d'exfiltrer Salah Abdeslam de Paris après les attentats. Alors on le voit, Laurence, l'enquête avance, mais de nombreuses questions restent en suspens. Oui, nombreuses questions. D'abord, une grosse question, la question du commando au Stade de France. Pourquoi les kamikazes ont-ils choisi de se faire exploser aux abords quasi déserts du stade et non pas après le match? En effet, à ce moment précis, les explosions auraient fait un carnage. Alors avaient-ils pour consigne de se faire exploser à 21h15 en même temps que les fusillades à Paris? Autre question dans la 2e équipe, celle du Bataclan. Comment l'un des assaillants, Samir Amimour, visé par un mandat d'arrêt international, a-t-il pu entrer en France sans éveiller les soupçons? Et puis la question des complicités, d'abord la question logistique. Qui a fourni les armes, dont des kalachnikovs? Qui a préparé les ceintures explosives? Cela exige beaucoup de dextérité dans leur manipulation. L'artificier figure-t-il parmi les morts? Alors vous le voyez, Marlène, l'enquête avance vite, mais elle est extrêmement complexe. Merci Laurence pour cet éclairage. Et en parallèle de cette enquête, 168 perquisitions ont eu lieu la nuit dernière dans 19 départements, dont le Val-de-Marne et l'Essonne, sans lien direct donc avec ces attentats, mais avec une volonté affichée de mettre la pression sur les milieux radicaux. 31 armes ont été saisies et 104 personnes assignées à résidence. La sécurité, la lutte contre le fanatisme religieux au cœur du discours de François Hollande cet après-midi devant le Congrès réuni à Versailles. Le chef de l'État a demandé une loi pour prolonger jusqu'à 3 mois l'état d'urgence. Il veut aussi réviser la Constitution pour renforcer l'arsenal antiterroriste. 5000 policiers et gendarmes vont être recrutés, 1000 douaniers et 1500 postes créés dans la justice. François Hollande ovationné, vous le voyez, par l'ensemble des députés et sénateurs qui promet de gagner cette guerre. Écoutez. Nous éradiquerons le terrorisme.
Parce que les Français veulent continuer à vivre ensemble, sans rien craindre de leurs semblables. Nous éradiquerons le terrorisme, parce que nous sommes attachés à la liberté et au rayonnement de la France dans le monde. Nous éradiquerons le terrorisme pour que la circulation des personnes, le brassage des cultures demeure possible et que la civilisation humaine s'en trouve enrichie. Nous éradiquerons le terrorisme pour que la France continue à montrer le chemin. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. Nous devons continuer à travailler, continuer à sortir, continuer à vivre, a encore dit François Hollande. Et vivre ce matin, c'était pour beaucoup d'entre nous emmener les enfants à l'école, des questions plein la tête et parfois la peur au ventre. Reportage dans le 11e arrondissement, Fanny Bouteiller et Yves de Wulf. Pour ce père et son fils, c'est un lundi matin peu ordinaire. Comme ses camarades, Enzo, 8 ans, sait ce qu'il s'est passé ce week-end. J'ai peur que les gens y rentrent. Tous ceux qui ont fait l'attentat, ils peuvent venir d'une minute à l'autre et ça peut faire beaucoup de dégâts. Ils ont un petit peu peur, voilà. Ils savent ce qui s'est passé et ils ont peur que ça recommence, ce qui est très naturel. Ces derniers jours, pour expliquer et rassurer, il a fallu trouver les mots. On a essayé d'anticiper, on espère que l'école va faire pareil parce qu'il faut que ça soit complémentaire entre l'école et les parents, quoi. Une quinzaine d'écoles du quartier accueillaient aujourd'hui des psychologues pour épauler les enseignants et écouter les enfants. Il faut dire la vérité, il ne faut pas cacher la vérité, il ne faut pas non plus avoir peur d'en parler directement avec ses enfants, mais il faut en parler avec des mots d'enfant. Et faute de mieux ce matin, ce sont les parents qui assuraient un minimum de sécurité. L'important, c'est de ne pas stationner devant l'école. Donc on a redit les consignes d'arriver à l'heure. On est plusieurs parents à surveiller l'entrée de l'école avec les gens qu'on connaît. Face à l'inquiétude des parents et à l'annonce d'un renfort militaire, la maire de Paris a interpellé le gouvernement. Nous avons demandé, bien sûr, ce matin que les lieux particulièrement impactés, je pense aux écoles à proximité des attentats du 10e et du 11e arrondissement, soient renforcés dans leur sécurité. Quelle sera la nature du dispositif mis en place? Les parents d'élèves espèrent le découvrir très rapidement. Le retour au quotidien demain, les Parisiens pourront de nouveau faire leur marché, tous annulés depuis ce week-end. Mais retrouver une vie de quartier, cela s'annonce difficile dans les arrondissements les plus meurtris. Caroline Pelé, Marie Chambrial. Rue de Charonne, l'effervescence d'un jour de semaine et pourtant chacun ralentit ici devant le café La Belle Équipe, l'un des lieux de la fusillade. S'arrêter un court moment en voisin, juste pour se recueillir. C'était un peu important juste de passer, voilà. Il n'y a pas de... C'est difficile à définir. Et ce matin, reprendre cette rue après l'avoir pris vendredi, c'est très très dur. Choqués, les habitants du quartier vivent avec l'angoisse au ventre. On a peur parce qu'on a nos enfants, on a peur parce qu'on habite dans le quartier. Juste à côté, la boulangère a un petit mot pour chacun, même si elle aussi a eu du mal à ouvrir ce matin. C'est très très difficile et que c'est pas du tout évident. Que le cœur n'y est pas, mais que l'envie surtout d'être là pour les autres, en fait, nous pousse quand même à le faire. Le courage de continuer aussi rue Alibert, malgré la peine, malgré la devanture fermée du Petit Cambodge, où les terroristes ont fauché une dizaine de vies. Dans les restaurants autour, le cœur serré, on a mis le couvert, comme d'habitude. On a eu beaucoup de clients habitués qui sont venus nous voir, qui étaient un petit peu inquiets. Ils étaient contents de voir qu'on avait été épargnés, qu'il ne nous était rien arrivé. Voilà, c'était surtout pour ça, pour nous. C'était vraiment des témoignages de sympathie. Tout un quartier uni dans le recueillement. Des regards plus forts que les mots, le réconfort d'une épaule amie. L'envie d'être ensemble pour partager sa tristesse, tout simplement. Et ce soir, 1000 militaires de plus sont déployés dans la capitale pour sécuriser notamment les lieux culturels qui ont rouvert aujourd'hui. Sécurité renforcée aussi près des lycées à la demande du Conseil régional et bien sûr dans les transports. Isabelle Dupont, Didier Morel. Renouer avec ses habitudes. Si beaucoup de Parisiens ont évité les déplacements ce week-end, impossible aujourd'hui. Les gares, les métros ont retrouvé leur foule quotidienne presque comme avant. Tout le monde est un petit peu inquiet, anxieux. C'est silencieux, on regarde tout le monde.
voilà, on s'inquiète un peu. Il faut continuer de vivre. Donc on prend les transports, on va travailler, on rentre chez soi. De nombreux établissements culturels, musées ou salles de spectacle ont rouvert aussi. Le Louvre a réaccueilli ses premiers visiteurs à 13h. Sur le parvis, le dispositif Vigipirate est renforcé, les contrôles de sacs systématiques comme toujours, et ce touriste équatorien rassure sa petite famille en direct par téléphone. Je me sens en sécurité parce qu'il y a beaucoup de policiers, des militaires aussi. Je me sens à la fois inquiet, mais en sécurité. Pas s'empêcher d'aller là où on souhaite aller, malgré les tensions actuelles. Fermée une bonne partie de la journée, la Tour Eiffel a finalement rouvert à 16h. D'autres lieux seront encore fermés quelques jours, comme Bercy ou le parc Euro Disney. Pour la grande roue de la Concorde et le marché de Noël des Champs-Élysées, il faudra aussi attendre mercredi matin. Les établissements de la ville de Paris, comme les mairies, bibliothèques ou équipements sportifs, rouvrent aussi normalement, mais avec des mesures de sécurité renforcées. Direction à présent le théâtre du Rond-Point dans le 8e arrondissement. Bonsoir Jean-Michel Ribes. Le théâtre rouvrira ses portes demain. Le public, vous le pensez, sera au rendez-vous ? Non seulement il sera au rendez-vous, mais on a aujourd'hui à la billetterie beaucoup d'appels de gens qui veulent venir voir les spectacles. Vous savez, ils ont essayé de massacrer le désir, la jeunesse, la joie, le plaisir, tout ce qui fait la vie. Non, on n'assassine pas la joie et on restera debout. Ils ont réduit au silence 120 personnes. Ils ne nous bâillonneront pas. Et je crois que le public l'a compris et pas une seule place a été annulée. Quelles mesures de sécurité allez-vous mettre en place pour venir un peu plus? Quelles mesures de sécurité allez-vous mettre en place? Les mesures de sécurité qu'on va mettre en place, c'est d'abord d'être debout sur scène, d'affronter, d'être joyeux et de montrer qu'on n'a pas peur. Ça, c'est la première de nos mesures de sécurité. La deuxième, évidemment, il va y avoir des équipes qui vont fouiller les sacs, un peu regarder autour des gens. Il y aura probablement le plan Vigipirate renforcé qui sera autour un peu du théâtre. Mais vous savez, on sait très bien que le risque zéro est nul. Le risque le plus grand serait qu'on baisse les bras, qu'on se couche, qu'on s'allonge devant des gens qui sont uniquement la mort, la pulsion de mort. Et nous, on s'appelle le spectacle vivant, donc on restera vivant. Merci beaucoup Jean-Michel Ribes pour ce témoignage et cette déclaration d'amour au spectacle vivant. On vous a entendu certains se poser la question. Les élections régionales auront bien lieu les 6 et 13 décembre prochains. François Hollande l'a confirmé cet après-midi. Maintenu aussi la COP21, la conférence mondiale sur le climat qui doit s'ouvrir le 30 novembre au Bourget, mais sous forme réduite. État d'urgence oblige. Mathieu Caillot, Emmanuel Hunsinger. Sur place, les ouvriers s'affairent à boucler le chantier. Dans 15 jours, la France remettra les clés des lieux à l'ONU. Durant 2 semaines, les négociateurs de la COP21 tenteront ici de trouver un accord pour limiter le réchauffement climatique. 40 000 personnes attendues, dont 80 chefs d'État et de gouvernement. Et malgré l'état d'urgence, la conférence est maintenue. Aucun chef d'État, aucun chef de gouvernement, au contraire, nous a demandé de reporter ce rendez-vous. Tous veulent être là. Alors, bien sûr, tout ce qui était extérieur à la COP, toute une série de concerts, de manifestations d'ailleurs plutôt festives, seront sans aucun doute annulés. Une partie du périmètre de la COP21 est réservée aux négociations, comme cette salle plénière. Une autre, à la société civile et au public non accrédité. Il est encore prématuré pour savoir si cette partie sera toujours ouverte. Nous n'avons pas encore décliné les décisions du gouvernement à cet égard et nous sommes sur un site qui sera dans quelques jours sous le contrôle des Nations Unies et c'est ensemble que nous déciderons de la façon dont les choses se dérouleront. 3 grandes manifestations étaient initialement prévues en dehors du Bourget, dans la capitale, avant, pendant et après la conférence. Elles pourraient être tout simplement annulées. Voilà, c'était l'essentiel à savoir en ce lundi. Nos pensées vont aux victimes de ces attentats et à leurs familles. L'édition nationale prend le relais dans un instant et on se quitte sur ces images de recueillement et de solidarité aujourd'hui dans Paris. Merci.